Le podcast Les Petites Frousses a le grand plaisir de vous annoncer que nous sommes maintenant sur Patreon. Si vous désirez avoir accès à du contenu exclusif, des épisodes à l'avance ou bien juste nous supporter à produire les épisodes, c'est maintenant possible de le faire. Merci et bonne écoute. Attention, attention, le podcast des Petites Frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bienvenue aux Petites Frousses. Vous êtes en compagnie de Joanie. Et Grégory, Bonjour, Grégory. salut tout le monde. La dernière fois qu'on s'est vu, on a fait un épisode qui a fait fureur. C'était sur 2 films qui avaient été inspirés de faits réels, sur The Shining puis Mort de peur. Et là, on a eu énormément de demandes pour refaire un épisode comme ça. Alors aujourd'hui, on vous gâte parce qu'on vous parle de 3 films qui ont été inspirés par la même personne. C'est pas rien. Il va y avoir des spoilers, ou on peut dire en français des divulgateurs. Alors, si vous voulez pas savoir la fin des films, ben vous n'êtes pas à bonne place parce que ça se peut qu'on vous raconte tout dans les détails. Quels sont ces films, Greg? Donc, on a un classique de Hitchcock de 1960 qui s'appelle Psycho, premier film. Donc, le deuxième film, c'est Massacre à la tronçonneuse, un film de Toby Hopper de 1974. Puis le dernier, on a Le silence des agneaux de Jonathan Demme en 91. Mais c'est des classiques du cinéma. J'avouerais ne pas avoir écouté Psycho. Mais c'est quand même un vieux film. Ben, la pochette me faisait vraiment peur Ouais, quand je le voyais chez la personne qui faisait louer des films, à l'époque où ça se faisait. la personne. Mais nous, c'était une personne en Gaspésie. Ouais, c'est ça, c'était pas le Super Club Vidéotron. par Non. exemple. Il louait des films, il louait des jeux pour Nintendo 64, puis il pouvait te monter une piscine si tu voulais. Ah, ça, c'est le rêve. Ouais, là. ouais. Il a bien compris c'était qui son public Tu sais, cible. t'achetais tes bonbons, tu louais tes films, puis t'achetais, tu sais, n'importe quoi. T'avais pas de bonbons, t'avais une machine à peanuts, si je me souviens, par exemple. OK, Il y avait une c'était pas machine comme à un peanuts. dépanneur. Non. Ok. C'était chez eux. Il Ok. habitait en haut. Fait que c'est ça, tranche de vie de la Gaspésie. Là, vous vous demandez sûrement, mais qui a un esprit assez tordu pour avoir inspiré 3 classiques de l'horreur? Des films aussi dépravés. Ouais, puis si on s'entend que c'est des films qui sont très différents, qui ont été faits dans des époques différentes aussi, Mhm. tu sais, du cinéma. Fait que c'est fou comment quelqu'un a inspiré sur tant d'années. Puis on se doute bien, je pense que tout le monde qui connaît un peu le true crime puis les films d'horreur savent de qui il s'agit, c'est qui l'inspiration. C'est Ed Gein, puis Ed Gein, c'est le tueur en série. Tueur en série, entre guillemets, là, vous allez comprendre pourquoi plus tard, mais c'est le tueur préféré d'Hollywood. C'est un petit chouchou, hein? Fait qu'avant, plutôt, on va se lancer tout de suite dans les films, puis après, moi, je vais vous raconter la vie d'Ed Gein, comment il est devenu, la personne qui est devenue et les crimes qu'il a commis. On va commencer dans l'ordre des films, dans l'ordre des sorties. Je vais te présenter les synopsis des films, puis des infos aussi que j'ai trouvées par rapport aux personnages, parce que avant de faire mes recherches, tu sais, sur les synopsis et tout, tu m'avais rien dit, là, tu sais, de Ed Gein, j'ai aucune idée c'était Non, qui c'est avant ça. de me lancer là-dedans. Je vais faire des petits fun facts, je vais parler du personnage dans le film, puis je vais faire les 3 films comme ça, back-à-back. Avant de commencer, les mises en garde importantes, c'est abus contre les enfants, violence contre les enfants, violence contre les animaux. Si ça vous intéresse pas, c'est pas l'épisode pour vous. Puis je voulais citer nos sources avant d'aller plus loin aussi. Après ça, on vous lâche là, puis on commence. Fait que les sources qu'on a, history.com, murderpedia.com, IMBD, c'est IMDb. En tout cas, regarde, le site qui parle tant de films. Newspaper.com, etc. La liste complète, je vais la mettre dans la description de l'épisode. Et voilà! On Ouais. peut y aller comme suit. Puis aussi, moi, j'ai pris mes sources, là, entre autres sur IMDb, comme tu as dit, sur allociné.fr, sur Wikipédia, puis aussi là, certains extraits des livres originaux là, des œuvres. Oui. Parfait. Parfait. On va y aller en ordre chronologique des films, donc Psycho de 1960. Marion Crane puis Sam Loomis, ils se retrouvent à l'insu de leur entourage dans une chambre de l'Adams Motel à Phoenix, en Arizona. Sam, il doit verser une pension alimentaire à son ex-femme, puis il doit aussi absorber les dettes de son père, puis il est juste proprio d'une petite quincaillerie. Fait que, tu sais, il a de la misère financièrement, Ouais, on connaît ça, l'inflation. surtout l'instant-ci. Ouais. La situation financière des 2 amants ne leur permet pas de pouvoir se marier. Il ne peut pas garantir une vie aisée à Marion, qui est une secrétaire, qui a de plus en plus de mal dans cette relation-là qui est pas officielle. OK, c'est pas officiel, mais ils veulent se marier. C'est ça, exactement. Ah, bon, ben, écoute. De retour au bureau, Marion elle assiste à une transaction immobilière entre un riche client texan, Tom Cassidy, et son patron, George
Laura Ray. Laura Ray. Elle se fait charger de déposer à la banque 40 000 $. Elle rentre chez elle au lieu de passer à la banque. Oh. Elle fait vite ses valises, puis elle quitte la ville en voiture pour rejoindre Sam à Fairvale avec l'argent qui avait été confié. Ils ont roulé plusieurs heures jusqu'à la tombée du jour, puis elle s'arrête sur le côté du chemin pour passer la nuit dans son véhicule, dans son char. Oh, ça, c'est risqué, my lady. Elle se fait réveiller par un policier qui contrôle ses papiers, lui rappelle qu'il est dangereux de dormir ainsi sur le bord de la route, puis lui conseille à l'avenir là, de se chercher un motel. Ça fait du sens. Très bon conseil. Le policier est intrigué par la nervosité de la jeune femme. Il prend son numéro d'immatriculation. Elle continue. Continue sa route, tu veux Elle dire? continue sa route. OK. Ouais. Marion, elle change de voiture, par prudence. Parce qu'elle a quand même 40 000 $ qui n'est pas à elle dans le char. Elle paye cash les 700 $ demandés pour la voiture, puis ça surprend le vendeur parce qu'il est empressé. Elle remarque que son échange de char est observé de loin par le policier, ce qui fait que ce qu'elle fait là, ça sert à rien. Parce que son but de changer de char, c'était de brouiller ses pistes. Ah, OK, je comprends. Ouais, j'ai comme aucune... je sais pas où ça s'en va tout ça, parce que j'ai aucune idée du film. Je suis dans le champ. Donc, elle reprend la route avec son nouveau char. Mais elle a payé... Elle l'a acheté, elle l'a pas loué, elle l'a Non, acheté. elle a acheté cash avec 700 $ 700. avec l'argent. Ouais, C'est ça, pas cher. c'est jadis, là. Ça fait un petit bout. Donc, elle reprend la route, puis elle roule nerveusement jusqu'à la nuit lorsqu'un gros orage lui fait prendre une route secondaire sans faire exprès. Elle aperçoit alors un motel, puis elle décide d'y aller pour passer la nuit. Marion est l'unique cliente du motel tenu par Norman Bates et sa mère. Ah, voilà. Là, ça me sonne une cloche. Donc, il y a eu une série, hein, Bates Motel. Ouais, exact. Donc, Marion décide de mentir De quoi? sur son identité. Puis elle se présente comme Mary Samuels. Norman donne à Marion une chambre juste à côté de son bureau. Il la trouve pas pire, puis il l'invite à partager avec lui un repas puisqu'il n'y a pas de restaurant à proximité. Marion, fatiguée par le stress et la route qu'elle a faite, elle accepte. Norman la laisse seule pour aller chercher de quoi manger dans la maison de sa mère qui est à côté du motel. C'est comme un petit peu plus haut sur une petite colline, juste à côté. Mhm. Donc Marion, désormais seule avec le silence, entend clairement une conversation plutôt agitée. Norman, il se chicane avec sa mère qui n'est pas d'accord du tête-à-tête de son fils avec une femme. Oh. Revenant avec le repas, il lui demande de s'excuser, d'excuser sa mère en fait, qui est entre guillemets malade, et il parle de lui, de son hobby, la taxidermie. Fun. Si quelqu'un cherche, il n'y a pas de terme français, je pense, drapeau rouge ou un red flags là, quand tu rencontres quelqu'un, là, c'est que sa passion qui aime te parler en premier, c'est sa taxidermie. Ouais. Laisse faire. C'est Bloque-le. Continue. Tu sais, conduis ta ton route. chemin. C'est ça. Donc, Norman lui propose de rester encore un peu plus au motel, mais Marion elle refuse. Puis par mégarde, elle laisse échapper son vrai nom, sans même s'en rendre compte. Damn. De retour dans sa chambre, Marion envisage de rembourser son patron, puis elle se déshabille pour prendre une douche, pendant que Norman l'observe de son bureau par un minuscule trou. Marion peut enfin se détendre après ces quelques jours remplis de stress et, elle semble heureuse. Pendant qu'elle est toujours dans sa douche, une mystérieuse vieille femme, dont la silhouette reste cachée toute durant la scène par l'ombre du rideau de douche, a surgi dans la salle de bain et poignarde Marion à coups de couteau avant de disparaître. Est-ce que c'est la scène? La fameuse scène. La fameuse scène avec l'eau qui coule. Merci pour l'imitation, vraiment. Ça avait plus l'air d'un bruit de porte, mais en tout cas. Marion agonise quelques minutes, son sang se répand dans la baignoire, elle s'accroche au rideau, puis elle finit l'arracher et elle meurt. Norman, je vais l'appeler Norman là, parce que il n'y a pas de D à la fin, tu comprends? Norman, il est horrifié, il fait la découverte du meurtre. Mais il se reprend très vite. Il nettoie la douche, puis il élimine avec soin toutes les traces du crime et du passage de Marion. Il ramasse toutes les affaires de la femme avec l'argent volé sans le savoir. L'argent était dans un journal plié. Ah, pas fou. Il s'en va sacrer le char avec la femme dedans dans un marais proche. Une couple de jours après, la sœur de la victime est inquiète puis elle contacte Sam, l'amant. C'est pas très long qu'il rencontre aussi le détective privé, Arbogast. Arbogast. Quel nom flamboyant. Il a été engagé par le patron de la victime pour retrouver les 40 000 $. Arbogast, ayant mis de côté l'hypothèse que ce soit Sam et Lila, qui est la sœur, dans la disparition de Marion et de l'argent, enquête systématiquement auprès des hôtels de la région. Au motel des Bates, les déclarations contradictoires de Norman le rendent louche. Le jeune homme lui cache de toute évidence quelque chose. Il lui demande de pouvoir rencontrer sa mère, ce qui lui est clairement refusé. Le détective avertit la sœur que le comportement de Bates l'intrigue. Arbogast revient sur place
en se faufilant jusque dans la maison pour interroger la mère. OK, il rentre à cachette. Il rentre en cachette, dans la maison un petit peu en haut de la colline. Mhm. Donc l'enquêteur, il monte les escaliers vers la chambre. La vieille femme ouvre la porte rapidement, alors qu'Arbogast n'avait même pas atteint le palier. Il se fait poignarder par la vieille meurtrière, sans rien comprendre, sans avoir eu le temps de l'apercevoir. Mais c'est sûr, ça allait arriver. Arbogast. Il dévale les escaliers, il s'écrase au sol, il est mort. Lila et Sam attendent un appel du détective. Pas d'appel, tu sais. Mais non. Ils finissent par alerter la police locale. Le shérif Chambers les informe que Mme Bates repose au cimetière depuis 10 ans pour suicide après avoir empoisonné son amant. Oh! Tournure. Décidé de démêler tout ça, il se présente au motel de Norman comme client pour y prendre une chambre. Alors que Sam accapare Norman et détourne son attention, Lila part en inspection dans la maison. Mais la conversation entre les deux jeunes hommes commence à chauffer. Norman s'impatiente, puis finit par se rendre compte que ça fait un petit moment qu'il n'a pas vu la jeune femme. Il assomme Sam, puis il fonce vers la maison. Lila le voit s'en venir et se réfugie dans la cave, où elle découvre le cadavre momifié de Mme Bates installé sur une chaise. Ah! C'est dégoûtant. Des cris se font entendre, puis une vieille femme surgit dans la cave en brandissant un couteau pour tuer Lila. Sam maîtrise la vieille femme en surgissant à son tour dans la cave et arrache en même temps une perruque et un déguisement de vieille femme pour découvrir Norman Bates. Au poste de police, le psychiatre Richmond explique longuement le trouble dissociatif de l'identité de Norman Bates. Il aime tellement sa mère qu'il se persuade qu'il est encore là. Il croit qu'un petit peu d'amour envers une femme rend sa mère jalouse, mais la double personnalité fait douter Norman de l'existence de lui ou de sa mère. La personnalité de sa mère domine celle de Norman pour s'en convaincre. Norman va jusqu'à imiter sa voix, à créer des discussions entre lui et sa mère. Il parle seul. Oh, ça, c'est troublant. J'ai eu un petit frisson. Puis le déguisement l'aide à se convaincre que sa mère existe. Norman est assis dans sa cellule et pense avec la voix de sa mère qu'il va sortir d'ici. C'est Norman qui a tué la jeune femme. Norman est pris d'un rire féminin, comme s'il contrôlait la situation. À quelques kilomètres de là, on extrait du marais la voiture de Marion. Ça, c'était le synopsis du film. Maintenant, prochaine partie, Norman Bates, le fils, la mère, le meurtrier. Plus de détails sur le personnage, en fond. Exact. Il a passé presque l'ensemble de sa vie dans le motel de sa mère Norma. Il était horriblement maltraité par sa mère. Elle le rabaissait constamment et le tenait éloigné des femmes et de la sexualité. Un jour, Norma rencontra un homme qui allait devenir son amant, ce qui rendit Norman fou de jalousie et de haine. Il les empoisonna tous les deux avec de la strychnine. Trichine? Strychnine. Strichine. C'est un poison qui est également utilisé dans des romans d'Agatha Christie et de Stephen King. OK. Dans le fond, ces meurtres-là ne fait qu'augmenter l'influence qu'avait sa mère sur lui. Il garde le corps qu'il empaille et conserve dans la maison près de l'hôtel. Il se met progressivement par là à sa place, à devenir comme elle et même à s'habiller comme elle. Mais ayant hérité du motel qu'il doit gérer seul, Bates redevient normal quand il accueille des clients, à qui il maintient l'illusion de vivre avec sa mère. Dès qu'une infortunée cliente plaît à Norman, sa mère devient folle de jalousie et finit par la tuer. Il s'imagine que sa mère devient folle de jalousie, Exact. malgré qu'elle est décédée. OK. Bates doit désormais vivre avec sa folie meurtrière et tous ceux qui s'arrêteront dans son motel auront de la chance s'ils en ressortent vivants. Donc, je vais parler un petit peu du physique de Norman Bates. Donc, dans le roman de Bloch, là, qui est l'œuvre originale, c'est un homme de 40 ans à lunettes, gras, un peu ermite, alcoolique puis fumeur. Le scénariste de Psychose, Joseph Stefano, le trouvait beaucoup trop déplaisant puis peu aimable. Il l'a donc changé en un jeune homme de 20 ans, sombre, vulnérable et beau bonhomme. Oui. Moi, ça m'est cute dans mon souvenir, avec son petit sourire en coin, Exact. en noir et blanc. Parce que Hitchcock, il disait que comme ça, le public ne le verrait pas comme un méchant, puis il se mettrait de son côté. Très bien pensé, Hitchcock. Puis j'aimerais parler aussi un petit peu de la personnalité là, de Norman Bates. Il est atteint de troubles dissociatifs de l'identité. Après avoir tué sa mère et son amant, il a développé 3 personnalités distinctes qui partagent le même corps. La première personnalité, c'est Norman. Il est comme un petit garçon, il est timide, il est renfermé sur lui-même. Il est totalement soumis à la tyrannie de Norma, sa mère, puis il fait tout pour lui éviter la prison puis l'asile, même qu'il lui résiste parfois. Il se sent impuissant sans elle.
Il est très intéressé par les femmes, mais il sait que ces pulsions-là vont rendre sa mère furieuse. Ça, c'était la première. La deuxième personnalité, Norma, c'est la personnalité la plus dangereuse, la mère de Norman. Elle est agressive, impitoyable puis tyrannique. Elle veut garder son fils à son service pour toujours et donc tue tous ceux qui se mettent entre eux, notamment les jeunes femmes. Quand il est dans cette personnalité-là, Bates il s'habille avec les vêtements de sa mère puis une perruque puis imite sa voix criarde, comme j'en ai parlé. Son arme préférée, c'est un couteau de boucher. Puis il y a une personnalité aussi qui est la personnalité dominante de Norman Bates. C'est lui qui est adulte. C'est lui qui gère le motel seul, puis il maintient la paix entre les deux autres personnalités, même s'il ne peut pas contenir la folie de Norma. Il est un peu maladroit, mais il est cependant là, très poli et docile, même séduisant dans les films. La voix de la mère de Norman Bates est métampsychotique, qu'on appelle. Elle fait entendre sa voix à travers le corps de son fils. Norman étant psychotique, il fusionne le désir de sa mère, avec qui il entretient une relation ambivalente d'amour et d'haine. Chaque meurtre peut être perçu comme un homicide inconscient. Dans le roman, Norman Bates change de personnalité pour devenir sa mère une fois qu'il est en boisson, puis dans le film, il reste sobre. Une petite nuance. OK, je Et comprends. voilà. Pour ce qui est des personnalités dissociatives, du trouble de personnalité dissociative, qui est très difficile à dire, c'est plus complexe que ça comme trouble de personnalité. On veut pas ajouter au tabou en parlant de ce trouble et son lien avec une œuvre d'horreur, puis tous les tabous aussi que ça l'a ajouté dans le passé avec les troubles dissociatifs, puis son association avec ce genre de littérature. Je sais pas si ma phrase fait du sens, mais en gros, c'est juste que c'est pas aussi simple que un bon matin, tu te réveilles puis t'as 3 personnalités. Puis qui se combattre entre eux, c'est vraiment plus compliqué que ça. Puis c'est vraiment intéressant en pensant si vous voulez vous renseigner là-dessus. Vraiment. Mais c'est juste une petite parenthèse que je veux faire. Tu peux continuer, mon cher. Parfait. Donc là, on a fait le tour de Psycho. On a regardé le synopsis. On a regardé un peu plus Norman Bates, c'est qui. Donc là, on va passer à Massacre à la tronçonneuse. Alors ça, on le connaît bien. Ça, on le connaît bien. C'est un film de 1974. Originalement nommé Booba Sawyer, Leatherface, en français, face de cuir ou visage de cuirette, peu importe. Face de cuir, c'est bon, là. Ça aurait dû être ça. Le nom en français, face de cuir. Ça aurait pu être ça. Il est né à une date pas vraiment connue au Texas. Il est membre d'une famille de déséquilibrés co-sanguins. Il est atteint d'une maladie mentale qui le rend enfantin, mais aussi vraiment agressif quand il se sent menacé. Il n'est pas précisé là, s'il y a une déformation physique dans ce film-là, même si certaines images de sa bouche le suggèrent, puis on ne sait pas non plus l'origine de son besoin de porter des masques faits de chair humaine. Toute sa famille, puis lui-même, ont travaillé à un laboratoire de la ville avant de tout se faire renvoyer. Une bonne famille, quoi. Ouais. Alors, ils sont refaits un abattoir chez eux avec du bétail humain. Sa famille utilise les os des personnes, aussi parfois avec des os d'animaux, pour construire l'intérieur de leur maison. Ah! Ils cuisinent, ils chassent, puis ils découpent leurs victimes, alors que son frère Drayton, qui est un chef expérimenté, là, étoilé Michelin, non, ça c'est pas vrai, mais c'est un chef, OK. il cuisine les victimes en Chili, puis il les vend à la station d'essence Last Chance, qui veut dire dernière chance. C'est quand même ironique. Ouais. Donc, Wesh, mis à excuse. part Leatherface et Drayton, les Sawyer comprend aussi 2 frères. Un autostoppeur nommé Nobbins Sawyer et le frère jumeau de Nobbins, qui est un vétéran du Vietnam connu sous le nom de Chop Top. Après qu'une de leurs victimes se soit enfuie puis alerté la police, ils ont dû quitter la ferme. Ils ont alors mis en place un réseau de galeries souterraines puis ont continué leur cochonnerie. Bon terme. Très bon terme pour décrire. Drayton devient un gros fournisseur de viande puis rapporta beaucoup de prix pour son chili, dont il vante la qualité de la viande. Oh, c'est dégueulasse. Lefty, qui est l'oncle d'une des victimes, y découvre où la famille habite maintenant. Lors d'un combat, Leatherface mourra empalé par la tronçonneuse de Lefty, puis par l'explosion d'une grenade qui le tuera. Maintenant, l'homme, le masque, la tronçonneuse. Leatherface est en général un homme très grand et très costaud. Il est doté d'une force importante, puis il porte un masque fait de peau humaine. Très peu de films montrent son vrai visage. Il apparaît dans le film de 2003 comme un homme très marqué par une maladie. Dans le film Massacre à la tronçonneuse, le commencement,
Il est aussi dit qu'il avait recours à l'automutilation. Fait que, tu sais, il y a comme plusieurs versions à travers les différents films qu'il y a eu au cours des années. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'adaptations, de réadaptations. Tu sais, il y a eu des films, des jeux, il y a plein d'affaires. Donc, Leatherface, il est différent des autres tueurs de cinéma dans la mesure où il n'est pas sadique ou cruel. Il est décrit comme étant sévèrement dérangé mentalement. Toby Hopper, qui est le réalisateur, il dit dans le documentaire The Shocking Truth qu'il est un grand bébé qui tue pour se défendre parce qu'il se sent menacé, pointant du doigt que, dans le premier film, Leatherface était terrorisé par tous ces gens qui entrent dans sa maison. Sa famille sont souvent abusifs puis violents envers lui. Leatherface fait la plupart du temps ce que la famille lui demande de faire. Il utilise souvent une tronçonneuse et ou une masse pour abattre ses victimes. Dans les 2 premiers films, les victimes sont ensuite cuisinées en barbecue et en chili, puis vendues par les plus vieux frères. Les autres victimes sont tout simplement consommées par la famille. J'ai des petits fun facts. Oui, vas-y. Leatherface, visage de cuirette. Face de cuir. Face de cuir. C'est un des tout premiers méchants de films d'horreur du genre slasher, comme Jason, comme Freddy, exact. Michael Myers. Exactement. C'est un des tout premiers. C'est en s'inspirant de Leatherface que Corey Taylor, qui est le chanteur de Slipknot, créa son premier masque. Ah, ben gadon. Il apparaît dans plusieurs jeux vidéo. Il apparaît comme un mod, comme une modification du jeu dans Grand Theft Auto San Andreas. Il y a comme une espèce de petite mission avec, là, que tu peux t'approcher de sa cabane dans le bois, puis il vous poursuit avec une tronçonneuse pour vous tuer. C'est pas dans le jeu original, mais en tout cas, un petit clin d'œil. Il apparaît aussi dans un jeu qui s'appelle Dead Island. C'est un personnage qu'on peut jouer dans Mortal Kombat 10, dans Dead by Daylight. Puis aussi, il y a un personnage que tu peux acheter dans le jeu, Call of Duty Warzone. Ça, je connais ça. J'ai une question, par exemple, en lien avec son physique, si je peux me permettre. Je me rappelle vraiment de la photo de lui qui a une espèce d'habit quasiment propre. Peut-être que je me trompe, là, mais un habit comme un veston, pantalon propre. En tout cas, il est habillé, mais les vêtements sont pas importants. Ce que je veux savoir, c'est que j'ai une image dans ma tête de lui qui court avec sa tronçonneuse, sa scie mécanique. Puis il me semble qu'il y a des cheveux frisés semi-longs. Est-ce que c'est ses cheveux ou c'est le masque qui a des cheveux? C'est une bonne question. D'après moi, c'est juste ses cheveux à lui. Il devait être sale puis gras, de ce que tu as vu probablement. Si je me souviens bien, dans le premier film, il y a un tablier de boucher genre sale. OK, c'est sûrement pas une image du premier film dans ce cas-là que j'ai vu. Ça se peut. Parce qu'il y a plusieurs adaptations là, de face de cuir. Face de cuir. Ouais. OK. Donc, c'est ça qui fait le tour pour Massacre à la tronçonneuse. On est rendu à Silence des Anneaux. Silence des Agneaux. Le Silence des Agneaux, qui est un film de Jonathan Demme de 1991. Le synopsis va comme suit. Clarice Starling, c'est une jeune femme puis une excellente stagiaire du FBI en Virginie. Pendant qu'elle est encore aux études, ses compétences se font remarquer par Jack Crawford, qui est le chef du département des sciences du comportement du FBI. Mm-hmm. Le département est un peu dans un cul-de-sac pour l'enquête sur Buffalo Bill, qui est un tueur en série qui découpe une partie de la peau de ses victimes. Jack Crawford envoie Clarice voir le docteur Hannibal Lecter, alias Hannibal, le cannibale. C'est un psychiatre qui est emprisonné depuis 8 ans dans une cellule de très haute sécurité de l'hôpital psychiatrique de Baltimore, dirigé par le docteur Chilton. Jack Crawford il espère fort que Clarice pourra lui tirer les verres du nez sur des informations capitales sur Buffalo Bill. Pour commencer, Hannibal oriente Clarice vers un entrepôt où il découvre la tête d'un homme dans un bocal. Ça, c'est la première victime de Buffalo Bill. Hannibal a rapidement compris l'identité de Buffalo. Parce qu'un de ses patients, parce que Lecter, c'est un psychiatre, oui, c'était, lui a déjà parlé de lui. Ce patient-là, il est mort. C'est lui qui a été trouvé dans le hangar. Sa tête dans le bol. C'est ça, dans le bocal. Je comprends. Il marchande des indices avec Clarice à condition qu'elle accepte de se prêter à des séances d'analyse avec lui. Il est un peu tordu, hyper intelligent, un peu tordu. Un bon vieux psychopathe. C'est ça. Mais là, de ce qu'on parle en ce moment, là, on parle pas de Hannibal, là, quand on va faire référence à Ed Gein. On parle de Buffalo Bill. Je vais en venir plus tard. Oui. Bien qu'on l'a mis en garde de rien révéler de personnel à Hannibal, Clarice consent à des séances en échange du jeu de piste communiqué par Lecter. Pendant ce temps-là, Buffalo Bill il a enlevé la fille de l'influente sénatrice Martin. Dans l'urgence, pour qu'Hannibal lui révèle enfin l'identité du tueur, Clarice lui fait une offre mensongère au nom du sénateur. Une cellule, avec une vue, au lieu de son petit cachot de Baltimore, avec le droit de se promener puis de se baigner sous haute surveillance, 1 semaine par année sur une plage. C'est quand même un bon deal.
Ouais. Mais le docteur Chilton, il espionne jalousement les conversations de Clarisse et d'Hannibal. Il en parle directement à la sénatrice qui fait une contre-proposition à Hannibal. Il est alors transféré avec une camisole de force et muselé, tu sais, qui est le fameux masque qu'on Oui. voit, là. Ouais, je me Il est souviens de ce bout-là. transféré à Memphis, où il donne des fausses informations à la sénatrice. Tu sais, il a comme pigé qu'elle faisait de quoi de louche, là, tu sais. Ouais, puis manipulateur à souhait. C'est un maître, là, tu sais. Ouais. Donc, Clarisse a réussi à l'approcher dans le lieu où il est maintenant, puis il lui fournit de précieux indices suite à son, entre guillemets, analyse. Puis, Lecter parvient à s'échapper de la nouvelle prison après avoir brutalement tué ses 2 gardiens. L'indice du docteur Lecter permet à Clarisse de trouver Buffalo Bill, qui est dans sa cachette. Buffalo Bill, il utilisait la peau de ses victimes pour chercher à se confectionner des vêtements. Elle finit par le tuer, sauvant ainsi Catherine Martin, qui est la fille de la sénatrice, tandis que Jack Crawford et son équipe suivent une mauvaise piste. Ah. Fait qu'elle est toute seule, tu sais, là-dedans. Ouais. Vers la fin, c'est quand même c'est stressant. Elle se donne la stagiaire du FBI. Elle est même pas payée. Elle est même pas payée. Inconcevable, Joanne. Inconcevable. Inconcevable, Grégory. Pendant ce temps-là, Dr. Lecter il est parti aux Bahamas, où il a suivi le Dr. Chilton, dont il envisage de faire son prochain souper pour se venger des traitements qu'il a subis pendant sa détention. Ah oui, ah ouais, je m'en souviens, là. Pas aimé ça, moi. Pas Non. aimé ça, ce bout-là, moi. Non. Donc là, on va parler de Buffalo Bill. Donc l'homme, le tueur, le Buffalo. Moi, je me rappelle de la fin, puis c'est ce qui m'a marqué. Je pense que c'est Jack Crawford, là, je me rappelle pas. Mais il rentre dans la cuisine d'une maison, puis il y a Hannibal Lecter qui cuisine un morceau de cerveau du docteur Chilton. Chilton. Puis le docteur Chilton est encore bien réveillé, mais il comprend rien, là. Puis là, Hannibal, il raconte que blablabla, telle partie du cerveau, nanani nanana, tu peux faire ça sans l'affecter. Fait... Puis il fait manger son propre cerveau, je pense, à Dr. Chilton. Oui, il fait mon donner Dieu. une bouchée. Ouais, ça, c'est vraiment troublant. Je m'en souvenais plus, mais effectivement. Ouais, fait qu'en tout cas, c'est sûr que je me trompe parce que ça fait vraiment longtemps. C'est un très bon film. Ouais. Je pense que c'est le film qui a eu genre le plus de prix dans le plus de catégories en plus. Je vais confirmer. Si c'est faux, j'effacerai ça du podcast. Alors l'homme, le buffalo, le Bill. Et le tueur. Oui. Son nom, c'est Jamie Gumb. Il est né en 1952. Puis c'est un tueur en série qui capture des femmes, il les assassine, puis il les écorche. Il enlève leur peau du dos, des omoplates puis des cuisses. Puis il abandonne toujours leurs cadavres dans des rivières. Il laisse dans leur gorge un cocon d'insectes de papillons. Ah, c'est pour ça la pochette. Oui. Sa mère, à Gumb, Bill, Buffalo, you know, c'était une aspirante actrice qui est devenue alcoolique quand sa carrière là, d'actrice a jamais concrétisé. Ouais. Gumb s'est fait placer dans des familles d'accueil par le comté de Los Angeles quand il avait juste 2 ans. Il est resté en famille d'accueil jusqu'à 10 ans, jusqu'à ce que ses grands-parents l'adoptent. C'est eux, ses grands-parents, qui seraient ses premières victimes quand que Buffalo Bill avait juste 12 ans. Il est donc interné dans un hôpital psychiatrique où il apprend à être un tailleur/couturier. Ah, c'est bon. Maintenant, je vais parler de ses modus operandi, ses manières d'opérer. Oh wow, Greg apprend le latin. Oui. Comment il faisait, c'est qu'il approchait des femmes en prétendant d'être blessées pour demander de l'aide, il les attaque par surprise, puis il les kidnappe. Comme Ted Bundy. Genre. Ted Bundy demandait toujours de l'aide pour sa voiture, des affaires comme ça. Comme ça. Il amène ses victimes dans sa maison, puis il les jette dans un puits dans la cave au sous-sol. Il les nourrit pas pour que leur peau s'enlève plus facilement. Oh, mon Dieu! Après ça, il scalpe différentes parties de la peau de ses victimes, puis les laisse dans différentes rivières, là, ce qui détruirait les preuves. Ouais. Ces manières d'opérer-là font en sorte que l'escouade d'homicide lui donne le surnom de Buffalo Bill parce que le vrai Buffalo Bill, de 1882 à 2012, de 1882 à 1912, il organise puis il dirige un spectacle populaire qui s'appelle en anglais The Buffalo Bill's Wild West Show. C'est une tournée qui le conduit, lui et sa troupe, dans toute l'Amérique du Nord puis en Europe. Puis dans le spectacle, il se disait qu'il aurait scalpé un guerrier Cheyenne. Il met des cocons, comme je te disais, dans la gorge de ses victimes. Le Buffalo Bill du film. Oui, le Buffalo Bill du film. Là, on parle plus du vrai Buffalo. Oui, exact. Gumb, il met des sphinx tête de mort, qui est des papillons de nuit, dans la gorge de ses victimes parce qu'il est fasciné par le processus de métamorphose de l'insecte. Parce que c'est un processus que lui, il admire parce que lui veut devenir une femme. Ah, OK. Et voilà, pour Silence des agneaux. Ça fait le tour des 3 films.
Pour ma part, dites-nous dans les commentaires si vous les avez vus, lesquels que vous préférez, lequel qui vous a plus troublé. Joanie, c'est à toi. J'aimerais dire que je vois vraiment les similarités entre Ed Gein, l'inspiration de ses livres et ses films. Je vois de quoi ils se sont inspirés, c'est évident. Je pense que la vraie histoire est encore plus troublante d'une certaine façon. J'ai hâte que tu m'en parles. Ouais, je pense qu'elle est plus troublante. Puis moi, le film qui m'a le plus troublé, je dirais que c'est Le Silence des agneaux. Moi aussi, ben, c'est le film que c'est un de mes films préférés. C'est vraiment réaliste, c'est crédible. Tu sais, oui, les autres le sont, mais c'est un peu moins. On s'entend que Massacre à la tronçonneuse, C'est un slasher. c'est un slasher. Oui, ça peut arriver, c'est peut-être déjà arrivé, des choses comme ça, mais tu sais, c'est moins probable, je pense, selon moi, que l'histoire qu'il y a eu. Parce que c'est vraiment, vraiment réel, là, Silence des agneaux. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est vraiment réel? Tu sais, ça se pourrait très bien. En tout cas, moi, comment que le film a été fait, comment que ça a été Ok, réalisé, ouais. tout ça, je trouvais que c'était vraiment crédible. Ok. Ça m'a vraiment. Tu sais, on s'entend que c'est un film qui est plus de mon époque, là, tu sais, c'est en 91, puis je suis né pas longtemps après. Fait que, tu sais, c'est un film, je pense que c'est le premier film de ces trois-là que j'ai vu. Puis j'étais jeune, j'avais peut-être 10 ans, je capotais, là. Ouais. Ouais, j'imagine. C'est un peu trop blanc pour l'âge. Moi, je l'ai vu vraiment tard. Puis, ouais. Mais j'ai- tout ce qui est autour de Hannibal Lecter, il y a Le Silence des agneaux, il y a le film Hannibal, il y a aussi Dragon Rouge, puis toute la série aussi La Hannibal. série Hannibal, C'est. ah, Mouah, c'est du... bon jusqu'à la saison 3. C'est du bonbon. Baiser le chef. Alors, je ne ferai pas plus attendre plus longtemps pour vous parler d'Ed Gein. C'est qui Ed Gein? C'est qui Ed Gein? Je vais vous parler de sa famille, lui, d'où ce qui vient, son éducation et compagnie, comme j'ai dit au tout début. Alors, on part par sa naissance. Edward Theodore Gein est né dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, le 27 août 1906. Il y en a beaucoup qui aiment mentionner le fait que son signe astrologique était le signe Vierge. Moi, je partage le même signe astrologique qu'Ed Gein et je me permets de confirmer que ses actions ne sont pas dictées par les astres, OK? Il n'y a pas de lien avec ça. Puis faire des liens avec les tueurs en série et l'astrologie, c'est quelque chose qu'on voit puis qu'on entend souvent dans le true crime. Je vais laisser un lien dans la description de l'épisode si jamais vous voulez regarder. Mais laissez-moi juste vous dire que les signes qui sont le plus liés à des tueurs en série sont Cancer-Poisson puis Sagittaire-Scorpion égalité. Fait que c'est pas vierge, OK? Laissez les vierges tranquilles. OK. Merci. OK. Je reviens à mes moutons. Ed Gein, c'était un petit gars du Wisconsin né au mois d'août. Il avait un frère aîné nommé Henry, né en 1901. Ed et Henry avaient 5 ans de différence. Leurs parents se nommaient Augusta Wilhelmine et George Philippe Gein. Le père George avait des gros problèmes d'alcool. Il était incapable de garder un emploi. La mère Augusta était une femme froide, dominatrice et plongée dans sa religion. Elle voyait le péché partout autour d'elle. Augusta faisait la lecture de la Bible à tous les jours à ses fils, Henry et Ed Gein, plus particulièrement des passages concernant la mort, les meurtres et le châtiment. C'est une vraie fanatique. Une vraie, là. Ouais. Vraiment trop. Augusta essayait de persuader ses fils que toutes les femmes, à l'exception d'elle bien sûr, étaient des incarnations du diable, des salopes, le vice en chair et en os. Mais pas elle, tu sais. Hein? Non. Pas elle. On peut conclure que c'est un environnement très toxique pour des jeunes enfants en développement. Ça, c'est... Oui. Oui. Ça fait des ravages. Augusta détestait son époux Georges. Elle priait tous les jours pour qu'il meure, puis elle demandait à ses fils de participer aux prières. T'sais, on peut se dire qu'elle aurait pu juste divorcer, mais ses croyances lui permettaient pas de faire ça. Ouais. Quand Augusta était pas sur le dos de son mari, elle s'acharnait sur ses fils. Insultes, violences, isolement. Augusta avait appris à Henry et à Ed Gein qu'ils ne valaient rien. Augusta interdisait à ses fils d'interagir avec des enfants de leur âge. Tout ce qu'ils faisaient, c'est école et maison, c'est tout. Si elle apprenait que ses fils étaient faits des amis, ils étaient réprimandés. Encore une fois, c'est très néfaste pour le développement d'un enfant de ne pas pouvoir interagir avec des gens de leur âge, puis de grandir dans une famille sans avoir un nombre d'estime de soi, se faire enfoncer dans la gorge une vision complètement fausse des femmes, puis que tes seules interactions, c'est avec un homme alcoolique puis une femme abusive. Puis la Bible. La Bible. Ouais. Tu sais, pas dans le bon sens. Mais si tu lis juste des passages, tu sais, violents, néfastes, tu sais, il y a des trucs trash dans la Bible, fait que, tu sais, Ouais. Ça... c'est pas bon pour le développement. Non, on c'est pas s'entend. bon. C'est pas l'idéal. En plus, Augusta disait à ses fils que la sexualité, c'était le démon. Elle leur a imposé la chasteté sous menace de brûler en enfer. Dans la mentalité d'Augusta, c'était nécessaire qu'Ed et Henry restent puceaux pour lui prouver leur fidélité envers elle. Ça fait aucun sens.
Puis Mais elle les a eu comment, ses enfants? Ouais, mais je pense pas qu'elle se rendait jusqu'à ce point-là. Là. Elle devait avoir une belle excuse, là. Ouais, ou elle a juste aucunement éduqué ses enfants sur Probablement. comment Sur la, procréer. sur la reproduction et compagnie. C'est très fort probable qu'il était même pas au courant. Elle a même pu dire des choses horribles sur le père qu'il lui aurait fait. En tout cas, peut-être, on sait pas. George Ginn, le père, n'avait aucunement son mot à dire sur l'éducation de ses fils. Il était dominé à 100% par sa femme. Ed Gein se faisait intimider à l'école. Les autres enfants se moquaient de lui parce qu'il était timide et efféminé selon eux. J'ai lu que des fois, il se mettait à rire tout seul, assis dans sa classe, comme s'il riait de ses propres farces qui se racontaient dans sa tête. Moi, je doute que ce soit vrai. J'ai l'impression que c'est un détail qui s'est propagé tranquillement, pas vite, puis que c'est juste pour ajouter au fait que c'est un fou maniaque qui tue du monde, genre. Je pense pas que ce soit vrai, ça. C'est mon opinion. C'est pas un détail. C'est genre de détail qui vient des articles sensationnalistes. S'il y a pas de source qui dit que quelqu'un a pu témoigner qu'il riait de seul à l'école. Ouais, c'est des oui-dire. C'est des oui-dire, c'est des petites rumeurs de petites régions. Je pense que c'est du n'importe quoi. Malgré ses problèmes à l'école, Ed Gein était vraiment bon. Il aimait vraiment la lecture, il était bon, il avait une facilité avec ça. Il était intelligent. Ben oui, jusqu'à un certain point, là. Puis, étrangement, Ed Gein s'est mis à idolâtrer sa mère. Il écoutait tout ce qu'elle disait et il obéissait à ses ordres sans se poser de questions. Son but, c'était de faire plaisir à sa mère. Son frère Henry, un peu moins. En 1914, la famille Gein a fait l'achat d'une ferme à 9 km de la petite ville de Plainfield, toujours au Wisconsin. Plainfield, c'était un village avec à peine 700 habitants. Puis la ferme qu'ils avaient achetée était de 80 hectares. C'est ça qui est devenu leur résidence à la famille Gein. Évidemment, ils habitaient dans une maison à la ferme, pas dans l'étable. La maison avait pas d'électricité, puis on n'en a jamais eu. Même chose pour la plomberie. Le déménagement était une tactique d'Augusta pour isoler ses enfants. Elle voulait distancer ses fils le plus possible de Lacrosse, la ville où ils étaient nés, parce qu'elle pensait que cet endroit débordait d'une influence malsaine qui aurait pu corrompre sa famille. Les femmes? Toutes. N'importe quoi, Le péché était partout, là. Ouais. Le péché était partout, partout, partout. Quand Ed Gein a eu 13 ans, sa mère l'a retiré de l'école en disant comme excuse qu'elle avait vraiment besoin de son aide sur la ferme. J'ai pas trouvé d'informations de si son frère aussi, Henry, avait été retiré de l'école, mais j'imagine que oui. Les frères Gein se sont mis à s'occuper de la ferme de leurs parents. Ils ont continué à grandir séparés du reste du monde, avec une mère qui les gavait de fausses convictions. Le 1er avril 1940, George Gein, le père d'Ed Gein et Henry, est décédé d'une crise de cœur causée par son alcoolisme. Ce qui a fait en sorte que les deux frères, qui étaient âgés de plus de 30 ans à ce moment-là, se sont retrouvés seuls avec leur mère Augusta. Henry et Ed Gein se sont mis à faire des petites job-ins pour gagner de l'argent, comme peinturer une galerie, couper le gazon, réparer un toit. Ouais, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour... Oui, exactement, pour faire un peu d'argent de poche. Ed Gein gardait parfois des jeunes enfants. Il aimait vraiment ça parce qu'il ressentait une proximité avec eux, plus qu'avec les adultes. Il y a des histoires qu'il faisait vraiment peur aux enfants. C'est encore quelque chose qu'on lit dans les articles, c'est faux. Il faisait pas peur aux enfants, il faisait pas peur à personne, Ed Gein. Probablement que c'était pour revivre son enfance qu'il n'a pas eu. Tu sais, il se rejoignait avec les enfants. Probablement que c'est ça. Ça, oui, effectivement. Je suis pas psychologue, mais pas fou. Ouais, c'est ça. Les frères étaient considérés comme travaillants et fiables par les gens du village. Henry était vraiment plus sociable que Ed. Ed était décrit comme quelqu'un de poli mais timide. Les gens leur faisaient confiance. Henry l'aîné a fini par complètement rejeter les idéaux de sa mère Augusta. Ça arrivait parfois qu'Henry disait du mal de leur mère devant Ed. Henry essayait de faire comprendre à son frère que sa mère avait tort sur énormément de points. Mais Ed était plongé trop profondément dans l'adoration de sa mère. Il était boqué. Ouais. Mais tu sais, t'as grandi, t'as entendu les mêmes histoires tout le temps. Ben, quand tu connais pas autre chose. T'sais. Exactement. Henry a quand même eu quelques années de plus à connaître des choses, veux pas. Henry a commencé à faire des petits commentaires sur l'emprise qu'Augusta avait sur Ed. Henry se moquait d'Ed. Fait qu'il s'est fait abuser toute son enfance. Après, il s'est fait intimider à l'école. Après ça, c'est son frère. Henry a débuté une relation avec une femme divorcée qui avait 2 enfants. Augusta, elle a vu noir. Elle était en beau fusil. Ça faisait pas son affaire. C'est toutes des... Tu sais, elle était vraiment pas contente. C'était vraiment une femme qui est divorcée puis qui a des enfants avec un autre homme. Pardon. C'est inacceptable, ça. C'est pas dans la Bible, ça. C'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible, certain. Elle pouvait pas rien faire contre ça, par contre, Augusta. Fait qu'Henry avait l'intention de déménager avec cette femme et de démarrer sa vie. Le 16 mai 1944, le feu a pris pas loin de la ferme des Gein. Ed a contacté la police. Il a raconté que son frère, Henry, et lui ont essayé d'éteindre le feu eux-mêmes et que dans le processus, les deux se sont séparés
Et là, plus capable de trouver Henry. Il était, genre, disparu. OK. Les policiers se sont rendus à la ferme des Gein. Puis je pense que la raison pourquoi c'était des policiers et pas des pompiers, c'est que le feu était sous contrôle puis que Ed avait vraiment appelé pour dire « Je trouve plus mon frère ». Il est arrivé un feu, tu sais, on l'a semi-éteint, puis là, je trouve plus mon frère. Mhm. Quand la police est arrivée, le feu était sous contrôle, comme je viens de dire, puis la police et Ed ont commencé à chercher Henry immédiatement. Malgré qu'Ed a dit au téléphone « Je trouve plus mon frère », Ed a été en mesure de les apporter directement à Henry. Il s'est amené directement où ce qu'il était. Ouais. OK. Genre, je trouve plus mon frère à l'aide, mais venez, on va aller voir là-bas, puis Ouais. il est là. Exactement. Fait qu'ils ont trouvé ça louche un peu. Henry était décédé. La police a trouvé les circonstances de la découverte du corps d'Henry assez étranges. Il y avait la face première dans le sol, il n'y avait aucune brûlure, puis il y avait des blessures à la tête, des petites ecchymoses. Aucune autopsie ou enquête n'a été faite pour confirmer ce qui avait tué Henry. Le coroner du comté a jugé que la cause du décès était l'asphyxie par la boucane, du feu, et que c'était accidentel. Le coroner a complètement écarté la possibilité qu'un acte criminel a été commis. Plusieurs pensent qu'Henry était la première victime d'Ed Gein, surtout considérant le précipice qui se formait entre eux à cause de leur mère. Ouais. Henry s'était rebellé après contre Augusta, donc on comprend Ouais, que... Aucune accusation n'a été portée contre Ed Gein concernant le décès de son frère. C'est à ce moment-là de la vie d'Ed Gein qu'il s'est mis à lire des livres sur l'anatomie du corps humain, sur la taxidermie et sur les têtes réduites. Ceux qui ne savent pas, des têtes réduites, c'est des objets faits à partir de vraies têtes humaines. On peut en voir dans Harry Potter, puis je pense dans Pirates des Caraïbes. Yes, exact. Et une tête réduite, c'est une tête rétrécie tout simplement. Historiquement, c'est quelque chose qui se faisait dans un rituel d'un peuple d'Amazonie. Durant l'année suivant la mort de son frère Henry, Ed Gein a consacré tout son temps à s'occuper de sa mère. La santé d'Augusta se détériorait à vue d'œil. Elle avait fait plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Cérébrovasculaire. Ah, c'est ça. Elle avait fait plusieurs AVC ou ACV. Je sais que ça a changé un moment donné, puis ça me mêle bien gros. Mais elle était rendue à un stade de sa vie où elle était plus capable de s'occuper d'elle-même. De 1944 à 1945, Augusta et Ed cultivaient leur relation déjà toxique. Ils ne voyaient personne. Ils sortaient à peine. Les deux avaient mutuellement juste l'un l'autre. Ça arrivait parfois que Augusta et Ed Gein dormaient ensemble. Pour une rare fois cette année-là, en 1945, Augusta et Ed sont sortis et sont allés chez un homme qui habitait tout près pour acheter de la paille pour la ferme. Sur place, Ed Gein et sa mère ont été témoins d'une scène choquante. Je vous avertis, ça concerne un animal. Skippez genre 30 secondes si ça vous intéresse pas. L'homme à qui il venait acheter la paille, nommé Smith, battait un chien à mort. Une femme inconnue est sortie de la maison en suppliant Smith d'arrêter de faire du mal au chien. Arc. Cette situation-là a mis Augusta dans tous ses états. Pas parce qu'une personne faisait du mal à une créature sans défense, non. Parce que la femme qui est venue en défense du chien n'était pas la conjointe de Smith. Aïe, les traditions, là. Oh, mon elle de quoi Dieu. qu'elle se ment, elle, c'est pas sa femme, puis genre vraiment offusquée, là, tu sais, complètement délusionnée. Mais pas l'acte d'abuser du chien, genre. Non, Aïe, aïe. fait que tu comprends le genre de choses que Augusta, quel genre de choses Les que... valeurs, puis Ouais. tu sais, ça a tout été transmis comme éducation à son enfant, là. Oui, puis il connaît pas autre chose. Mais non. Fait que c'est sûr que pour lui, c'est normal. Le 29 décembre 1945, à l'âge de 67 ans, un dernier AVC ou ACV, on ne sait pas trop, a emporté Augusta. Ed Gein s'est retrouvé seul pour la première fois de sa vie, sans sa mère, à l'âge de 39 ans. Le décès d'Augusta l'a complètement anéanti. Ed a pleuré comme un petit garçon, selon les témoins qui étaient présents. Les gens trouvaient ça étrange de la part d'un homme de presque 40 ans. Il y avait plus de repères, là. Ben, tu peux pleurer comme tu veux au funérailles de ta mère. Non, c'est sûr, mais tu sais, Il a perdu tout... Ben, il a tout perdu, là. Oui. Il y avait plus de famille du tout. Il s'est ramassé seul. Tu sais, avec l'éducation qu'il a eue et tout, là, d'après moi, il était vraiment sans repères. Oui, il a perdu, c'est ça, il a perdu tous ses repères, il n'y a plus personne. Je veux dire, n'importe qui dans sa situation, qui n'a pas de famille, puis peut-être les autres, ses oncles puis ses tantes, ils connaissaient sûrement même pas à cause de l'éducation de sa mère. Mhm. Fait qu'il est vraiment seul au monde. Donc, les gens qui disent c'est bizarre pour un homme de 40 ans de pleurer, vous manquez un peu d'empathie. Mais c'est les années quand même 40. Ben, ouais, c'est ça aussi, là. Mais en tout cas, Ed Gein a continué de vivre à la ferme et il a scellé les pièces qui étaient utilisées par sa mère Augusta. Ed voulait que ces pièces demeurent intouchées, comme si le temps s'y était arrêté le jour de la mort de sa mère. Ed utilisait la cuisine, la salle à manger et une petite pièce adjacente pour dormir. Il touchait pas au reste de la maison. J'inclurais bien les salles de bain, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de plomberie dans la maison. un pot de chambre. Un pot de chambre. Autrefois appelé une Catherine. C'est vrai? Pas une latrine. Parce que Catherine, elle va être choquée si on dit ça. Ouais, j'ai déjà dit. Ceux qui savent pas c'est qui Catherine, mettons que c'est le premier épisode que vous écoutez, on a une autre hôtesse qui s'appelle Catherine.
Ed a continué de s'enfuir dans la lecture. En plus des livres sur l'anatomie, la taxidermie et les têtes réduites, Ed s'est mis à s'intéresser aux livres qui abordaient de la pornographie, sur les expériences médicales effectuées aux mains des nazis et sur les livres d'horreur. Tous les bons ouvrages Les pour meilleurs- être serein. Le top de la littérature. Même après le décès de sa mère, Ed n'a jamais essayé d'avoir une partenaire de vie. Pour les 10 prochaines années, Ed a continué à faire des job-ins pour joindre les deux bouts financièrement, et c'est là qu'il avait ses seuls contacts humains. Pour montrer sa gratitude face à ses opportunités d'emploi, Ed donnait en cadeau quelque chose qu'il appelait du venaison, qui est une viande de gros gibier gras. Ceux qui ont mangé ça ne mangeaient probablement pas ce qu'ils pensaient que c'était. Les gens de Plainfield se sont mis à remarquer que son travail, en général, était moins bien fait. Des fois, il se présentait même pas à ses jobs, genre, il y allait juste pas. Puis les gens ont remarqué aussi que l'apparence d'Ed Gein avait détérioré, il puait. Comme si Ed Gein prenait pas soin de lui-même. Il prenait plus soin. Il n'y avait plus d'hygiène. Ouais. Malgré ça, il gardait sa réputation d'homme travaillant, un peu reclus, qui ferait jamais de mal à personne. Même que les gens de Plainfield savaient qu'il ne chassait pas lors des saisons de chasse, parce que eux, ils pensaient que c'était parce qu'il avait peur du sang. Ouais, avec les traumatismes qu'il y a eu. Là. Ouais, ben pas nécessairement, mais sûrement qu'il avait dit ça, genre j'ai peur du sang, j'aime pas ça, j'irai plus pour ça, je vais pas à la chasse, genre. OK. Après la mort d'Augusta, Ed Gein se sentait seul et allait fréquemment visiter la tombe de sa mère le soir. Puis petit détail, sur sa tombe, c'est écrit Mother, mère, Augusta W. Gein, 1878 à 1945. Pendant une décennie complète, la vie d'Ed Gein était vide, mais remplie de solitude et de silence. Il passait inaperçu, tout en plongeant de plus en plus dans sa démence. Le 16 novembre 1957, plus de 10 ans après la mort de la mère d'Ed Gein, Augusta, c'était la première journée de la chasse au chevreuil de la saison. Mhm. Une femme a été portée disparue à Plainfield. Il s'agissait de Bernice Worden, la propriétaire d'une quincaillerie âgée de 58 ans. Ça a pris plusieurs heures avant de remarquer la disparition de Bernice parce que presque tous les hommes du village étaient partis dans le bois pour chasser leur steak. C'est son propre fils qui a remarqué son absence. Son nom à lui, c'est Frank Worden, qui était le shérif adjoint de Plainfield. Vers 17h le 16 novembre, Frank s'est rendu à la quincaillerie dont sa mère était propriétaire. Une fois sur place, Bernice n'était pas là. Il comprenait pas trop, puis il a remarqué que le tiroir de la caisse enregistreuse était ouverte et vide. L'interrogation est passée à l'horreur quand Frank a vu qu'il y avait une mort de sang par terre dans la quincaillerie. Oh. Il a appelé la police, même s'il était techniquement une police, mais il a appelé ses collègues, mettons. Quand la police a vu le sang, ils ont estimé que Bernice Worden s'était fait trancher la gorge et que l'agresseur s'était enfui avec son corps. Après quelques temps à fouiller la quincaillerie, ils ont trouvé un reçu pour de l'antigel. Il y avait un nom dessus, c'était lui d'Ed Gein. Pas fort. Ce reçu était au-dessus du calepin, ce qui voulait dire qu'Ed Gein était possiblement la dernière personne à avoir vu Bernice Worden en vie. Rapidement, les policiers se sont rendus à la maison de ferme d'Ed Gein, puis n'étaient pas chez eux. J'ai lu qu'il était à 2 endroits différents, soit chez un voisin, ou dans un magasin, ou à l'épicerie, mais peu importe. Les policiers, un autre groupe, est allé à la recherche d'Ed Gein, et ils l'ont trouvé à cet endroit qu'on sait pas trop c'est où, dans le fond. Il a été amené au poste de police pour être interrogé. Pendant son arrestation, Ed Gein agissait comme s'il comprenait pas ce qui se passait. Il y a des photos de lui durant son arrestation, puis il est menotté puis il a genre un sourire d'en face. Je vais l'en mettre sur Instagram. Il a l'air d'un grand bébé. Oui, il comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait, puis... Il savait qu'est-ce qui se passait. Il faisait comme s'il comprenait pas ce qui se passait. Genre comme un enfant qui a fait un mauvais coup. Ah, je sais comment ça, hein? Oupsie! Genre, ça ressemble un peu à ça. En tout cas, c'est ce que j'interprète des photos. Vous pourrez juger par vous-même sur Instagram, lespetitesfrousses.pod. Pendant ce temps, les policiers étaient à la maison d'Ed Gein. Parmi les agents de la force de l'ordre qui sont allés à la maison, il y avait le fils de Bernice, la madame qui avait disparu de la quincaillerie, son fils qui s'appelait Frank Worden. Il était shérif adjoint, comme j'avais dit, puis il était question de sa mère quand même. Il y avait aussi le shérif Arthur Elmer Schley. Comment? Arthur Elmer Schley. Il était incapable de pénétrer la maison par la porte d'entrée. Alors, ils ont fait le tour de la maison et sont entrés par ce qu'on appelle une cuisine d'été, qui est genre pas vraiment dans la maison, mais c'est quelque chose qui est utilisé quand il fait trop chaud. Tu cuisines dans la cuisine d'été qui est à l'extérieur. OK. Donc, ils sont entrés dans la maison par la cuisine d'été. J'aimerais préciser aussi qu'à ce moment-là, le soleil était couché puis qu'il n'y avait pas d'électricité dans la maison. Donc, mettez-vous un peu dans l'ambiance, dans la tête de ces gens-là qui sont entrés dans cette maison avec seulement comme lumière la lampe de poche. Fait qu'avertissement les cœurs sensibles, c'est là qu'on s'enligne dans le dégueulasse. Le shérif Schley et son adjoint Frank Worden sont entrés dans la cuisine d'été qui était plongée dans le noir. L'un d'eux a allumé sa lampe de poche puis ils ont aperçu quelque chose d'accroché au plafond. Comme si ça pendait du plafond, genre. Sur le coup, ils se sont dit « Ah, c'est un chevreuil qui a été éventré. » Parce que, du coup, moi, j'ai jamais chassé, mais je viens d'une région où il y a beaucoup de
de chasse. De chasseur. De chasseur. Et c'est une procédure qui se fait. J'ai déjà eu un chevreuil éventré dans ma grange, puis c'est pendu par les pieds, éventré. Tu enlèves toutes les bibus qu'il y a dans le ventre pour avoir le meilleur de la viande de bois, pour ceux qui ne savaient pas, en tout cas. Après avoir passé quelques secondes à fixer ce qu'il pensait être un chevreuil, le shérif et son adjoint Frank Warden ont réalisé avec horreur que c'était le corps d'une femme. Le corps d'une femme qui était complètement nue, qui a été fendue par les pieds, attachée aux chevilles. Cette femme avait été éventrée, coupée du sternum jusqu'au pelvis, et sa tête avait été retirée. Ça a été dévoilé plus tard que les mutilations avaient eu lieu après la mort, heureusement. Ok. Heureusement. Faut Ouais. trouver des petites victoires avant de venir. Je comprends. Ouais. Ed Gein avait traité cette pauvre femme comme si c'était un animal. Vous comprendrez bien que cette femme, c'était Bernice Worden, mais sans tête, elle pouvait pas être officiellement identifiée. Puis je pense que Frank Worden, son fils, il savait que c'est sa mère, là. Ouais, mais tu sais, à l'époque, pas trop de tests ADN, pis Oui, tout mais- ça. Fait que, tu sais, oui, je comprends qu'il a dû voir, hey, ça a l'air d'être ma mère. Ben, en même temps, il allait chercher sa mère. Il faut pas douter qu'il y avait d'autres mondes. Ouais, c'est Tu ça. sais? Fait que je pense qu'il savait en dedans d'elle que c'était sa mère. Les policiers, ceux qui étaient pas en train de vomir, ont réussi à pénétrer la maison. Première chose qu'ils ont remarqué, c'est à quel point les pièces qu'il utilisait, Ed Gein, cuisine, salle à manger, étaient remplies de cochonneries. C'était vraiment sale. Il y avait des vidanges partout. C'était encombré, des piles d'ordures. Je vais mettre une photo, là, c'est quelque chose. À travers tout ça, les polices ont trouvé la tête de Bernice Worden dans un sac de jute et son cœur dans un sac de plastique près du four. Le fait que ce soit trouvé près du four a donné l'impression à plusieurs que Ed Gein avait des tendances cannibales. Ouais, Mais il n'y a rien pour prouver ça à 100%. c'est juste des théories. C'est des théories parce que le cœur était proche du four puis il donnait de la viande au monde. Fait que le monde dit « Ah, c'est un cannibale, Ed Gein », mais tu sais, Ok. ils ont pas pris un échantillon de sel, je pense. Je comprends. Dans la maison, il y avait encore pire que ça. Il y avait des items, des meubles, des décorations confectionnés par Ed Gein grâce à des parties du corps humain. Là, je vais vous dire les pires affaires que j'ai jamais dit ici. Ben, c'est encore drôle. Il y en a beaucoup. Je vais en énumérer quelques-uns. Fait que juste pour nommer ce qui avait été fait avec de la chair humaine, il y avait des abat-jours, des gants, des rideaux, des chaises tapissées, des bas collants. Il y a une trouvaille que je trouve particulièrement troublante, comme si c'était pas assez. Pour la décrire, je vais citer Harold Schechtner, auteur du livre Déviant, l'histoire vraie et choquante d'Ed Gein. J'ai pas trouvé le livre en français en passant, j'ai juste trouvé la version anglophone. Je vais mettre un lien dans la description. Donc, Harold Schechtner a dit dans le documentaire World Most Evil Killers, disponible sur YouTube. Parmi les objets les plus hideux, il y avait des masques en peau humaine qui pendaient au mur de sa chambre à coucher. Des visages de femmes qui ont été écorchés du crâne et qui ont été conservés. Certains d'entre elles portaient du rouge à lèvres. Arc. C'est arrivé qu'une fois, là, où Ed Gein a failli se faire pogner à cause de ces choses-là, il y a un jeune de 16 ans qui est allé virer à la ferme d'Ed Gein. Je sais pas exactement pourquoi il est allé là. Il y en a qui disent que c'était parce qu'il s'entendait bien avec eux, d'autres qui disent qu'il engageait des fois des petits-enfants ou travaillait avec eux. En tout cas, peu importe. Il y a un gars de 16 ans qui est allé là. Puis, ce jeune garçon-là, il est retourné chez eux puis il a dit à ses parents qu'il avait vu des têtes réduites dans la maison d'Ed Gein. Mais Ed Gein, il n'a jamais nié. Il a dit « Ben oui, j'ai ça chez nous, certains, des têtes réduites. C'est mon cousin qui m'a ramené ça des Philippines après avoir servi durant la Deuxième Guerre mondiale. » Mais je serais pas surpris qu'il y avait des gens vraiment qui prenaient ça en souvenir de la guerre. Oui, c'est que des têtes réduites, ça prend du temps, ça prend des années avant que. Mais ça sûrement devienne ça, là. des gens les ont achetés là-bas, Ouais, ça c'est se pendant peut. la guerre, puis qu'ils l'ont ramené. Puis, hey, Ed Gein, je te ramène ça de la guerre. Tu ramènes une petite bouteille d'alcool, là, un petit quelque chose de Un fun. cigare. Un cigare. Un tu sais, cigare. Une petite tasse de Paris. Une là. photo, une carte postale. Mais c'est l'excuse que donner. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On sait qu'il n'y avait pas beaucoup de liens avec sa famille. Fait que, Ouais. en tout cas, on le sait pas. Mais c'est du culot pareil il a jamais dit, mais non, j'ai pas ça chez nous. Il a dit, oui, effectivement, j'ai ça chez nous. Puis il lisait là-dessus, en tout cas. Pour revenir aux choses qui ont été trouvées, il y avait aussi une ceinture faite de mamelons de femmes, des bols faits avec des crânes qui avaient scié le crâne en haut des orbites des yeux. Ed Gein a utilisé un torse pour se faire un corset, les seins étaient encore en place. Ed Gein a confessé plus tard qu'il enfilait l'habit de peau consistant de gants, de bas collants et du corset, même un des masques. Il se pavanait comme ça chez lui. Malheureusement, c'est pas tout. Sous le lit, ils ont trouvé un pot avec 4 nez humains, une boîte à souliers contenant 9 vulves, estimées d'appartenir à des jeunes filles de pas plus que 15 ans. Certaines avaient été peinturées et ornées d'un ruban. Ils ont trouvé des ongles, ils ont trouvé la robe qui appartenait à celle d'une jeune fille et 10 crânes humains. T'as-tu le nombre de victimes? Je vais en reparler plus tard parce que c'est pas clair. OK. Mais il y en a au moins 10.
Oui, Selon oui. les crânes, il y en a au moins 10. Les parties du corps appartenaient tous à des femmes et à quelques jeunes filles. Les policiers ont vu tout ça puis se sont dit, là, on a affaire à un meurtrier en série. Mais, détail important, le terme tueur en série n'existait pas à ce moment-là. Fait qu'on dit quelque chose d'équivalent, vous comprendrez? Si Ed Gein était un tueur en série, comment il aurait pu faire pour capturer autant de victimes dans un aussi petit village que Plainfield sans se faire remarquer par la police? C'est une bonne question. Mais la réponse est simple. C'est qu'Ed Gein avait seulement tué 2 femmes. Mary Hogan était sa première victime et l'autre était Bernice Warden, qui avait été trouvée dans la maison d'été, là, Ouais. la gérante de la quincaillerie. Mary Hogan était la propriétaire d'un bar du coin. Ed l'avait abattue avec une arme à feu en décembre 1954, 3 ans plus tôt. Il l'avait traînée chez lui dans la neige. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé par la suite. Ed Gein dit qu'il s'en souvient plus. Le crâne de Mary Hogan a été retrouvé dans une boîte dans la maison d'Ed Gein. Il avait confectionné un masque avec le visage de Mary. Et ce masque a été retrouvé dans un sac en papier dans la maison. Pour ce qui s'est passé avec Bernice Warden, la propriétaire de la quincaillerie, Ed Gein s'est présenté au magasin pour du lave-glace. Il a payé, d'où la facture, puis il a décidé qu'il voulait que Bernice lui montre un fusil de calibre 22 qui était sur un présentoir. Dès que Bernice a eu le dos tourné, Ed l'a abattu. Il l'a placé dans sa voiture, puis personne ne l'a remarqué, parce qu'heureusement pour lui, Plainfield était tranquille parce que tout le monde était à la chasse. Les points communs entre les 2 victimes, c'est qu'elle ressemblait beaucoup à Augusta, la mère d'Ed Gein. Considérant tout ce qui avait été retrouvé à la ferme, les enquêteurs savaient qu'il devait y avoir bien plus que 2 victimes. Ben oui. Tu sais, il y a 10 crânes, là. Alors, ils ont vraiment mis de la pression pour faire parler Ed Gein. Ed n'a pas confessé comme un gentilhomme tout de suite. Ça a pris au moins 24 heures. Il a fini par parler parce que le shérif Arthur Elmer Schley, après avoir trouvé Bernice et tous les cossins dans la maison, il est allé au poste de police puis il s'est mis à battre Ed jusqu'à frapper sa tête contre le mur de briques. Puis là, Ed Gein a dit « OK, c'est correct, là, je vais vider mon sac, c'est Ouais, correct. » c'est ça. Aïe, Mais il a aïe. dit « Avant de vider mon sac, je veux une part de tarte aux pommes avec un morceau de fromage dessus. » Plusieurs analystes ont pris ce détail-là pour démontrer son immaturité émotionnelle. Je suis pas analyste, mais je suis grignoteuse professionnelle, puis ça veut rien dire. Parce que moi, si j'avais été à sa place, j'aurais demandé un sac crème sur oignon puis une slush, du Irving, rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu. Puis il aurait dit cette femme-là est une complète est immature ben raide. Ouais. Tu sais, Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu d'enfance, puis il a prolongé ça. avec sa tarte, avec du fromage dessus. Ce que j'ai jamais goûté, je suis un peu intriguée. Nous autres, Ça ici, peut c'est être bon. plus de la crème glacée sur la tarte aux pommes. Mais bon, chacun ses goûts. Lors de son interrogatoire, Ed Gein a confessé avoir fait environ 40 visites nocturnes dans 3 cimetières différents. Il creusait des tombes de femmes d'âge moyenne qui pouvaient ressembler à sa mère et ramenait leur corps chez lui. Parfois, Ed rapportait seulement des parties du corps. Ed vérifiait qu'elle avait été enterrée récemment en lisant les rubriques nécrologiques. Les gens essaient de faire passer Ed Gein pour un cave, là, mais il était quand même un peu intelligent. Mhm. Tu sais, il savait que je vais prendre une tombe qui est une tombe qui est fraîche, comme ça c'est bien moins difficile à creuser, tu sais. Non, c'est ça. Puis même si des fois aussi, il allait au cimetière, une tombe neuve, c'est ma prochaine. Mais le cimetière n'a jamais fait, hey, on s'est fait déterrer des tombes. Mais il allait dans 3 cimetières différents, puis Hmm. en allant dans des tombes qui avaient été récemment enterrées, tu sais pas si c'est nouvelle ou pas. Non, c'est ça, il les replanté après. là, C'est ça, tu remets Ok. la terre, puis tu sais, il va y avoir une démarcation avec le gazon puis la terre de toute manière. Ok. Fait que c'est comme ça qu'il passait inaperçu. Tu sais, sur les tombes aussi, regardait les dates, le nom. OK, c'est à peu près une femme de l'âge de ma mère, fait que c'est parfait. T'es pas fou, t'es pas si cave que ça, le gars, là. Non. Les policiers ont essayé de mettre d'autres cas de disparition sur le dos d'Ed Gein, comme une jeune fille qui avait disparu et 2 chasseurs, mais il n'y avait aucune preuve tangible de l'associer à ça. Fait que c'est sûr que si vous recherchez Ed Gein, vous allez voir, il y aurait tué 2 chasseurs? Ben, il n'y a pas de preuve, là, c'est des spéculations. Ok. Ed Gein a été accusé de commettre des actes nécrophiles sur les corps qu'il avait exhumés. Encore aujourd'hui, plusieurs pensent ça. Mais Ed a toujours nié, puis il a dit, et je cite, « Il pue trop ». Ah. Même sans aucun contact intime avec les corps, son obsession avec la mort fait entrer Ed Gein sous la catégorie des nécrophiles. En passant. OK. Son but était de construire un habit de femme, un costume. Ed a dit aux enquêteurs qu'il avait toujours secrètement voulu être une femme. Mais je pense qu'il voulait pas être une femme, il voulait être sa mère. Ouais, ça fait... Oh! Oh oh! Ouais, Ça fait des liens, là. ouais. Il y a des spéculations qu'Ed Gein aurait essayé de ramener le corps de sa mère chez lui après les funérailles, mais ça aurait pas fonctionné. Selon les dires d'Harold Schechtner, l'auteur du livre Déviant, l'histoire vraie et choquante d'Ed Gein, certains endroits du Wisconsin ont de la terre qui ressemble à du sable, puis parfois ils doivent mettre du ciment par-dessus le cercueil pour pas que ça s'enfonce, puis que ça défonce le cercueil, puis ça devient comme un creux, puis après ils mettent de la terre normale par-dessus. Puis c'est sûrement ce qu'ils ont fait avec la tombe d'Augusta. Donc Ed Gein ne pouvait pas accéder à la dépouille de sa mère, exact. Ouais.
Les enquêteurs ont vérifié ce que Ed Gein disait, qu'il avait dévalisé des tombes. Ils se sont rendus aux 3 cimetières et effectivement, plusieurs tombes avaient été dévalisées. Le nombre de cadavres varie toujours. Il y a un article de journal de 1950 qui dit qu'il y en a eu 14. Il y a un article après 2000 qui va dire 9. Un documentaire qui va dire 10. Un auteur va dire 12. C'est inconnu. Les journalistes aussi font des erreurs, même quand c'est à l'époque. Surtout avec un cas comme ça. Il y a tellement eu de sensationnalisme avec ce cas-là. Le monde capotait. Fait que je pense qu'on ne saura jamais à 100% combien il y a eu de victimes d'Ed Gein. Mais on a au moins 10 crânes. C'est lourd. C'est lourd. 10 crânes plus les 2 autres femmes. Le mot s'est répandu rapidement à travers Plainfield que Bernice Worden était décédée et qu'Ed Gein était responsable et qu'on avait fait la trouvaille d'objets abominables. Les gens croyaient pas. Ils disent non, c'est pas Ed Gein. C'était inconcevable pour eux qu'Ed Gein puisse faire ça. Il disait pas un mot plus haut que l'autre. Il aidait tout le monde du coin. Il avait le cœur à l'ouvrage. C'était pas sa personne. Exact. Mais c'est toujours ce qu'on dit des tueurs en série et des tueurs point. Ah ben non, c'est pas lui ça, voyons. Ben c'est ça. C'est souvent ça que c'est l'image qui donne leur masque qu'ils mettent. Ouais, exact. Puis je pense que c'est pour ça aussi que le réalisateur de Psycho voulait un homme un peu plus... Un homme pour qui on ressentait un peu plus d'empathie. Ouais, exact. Des crimes comme ceux qu'avait commis Ed Gein, c'était du jamais vu aux États-Unis. Puis comme j'ai dit, les médias ont adoré l'histoire. L'homme discret aux allures simples étant un fou meurtrier. T'sais, ils ont adoré ça. Fait qu'Ed Gein a fait vraiment couler l'encre. Le 21 novembre 1957, au tribunal du comté de Washora, au Wisconsin, l'avocat d'Ed Gein, William Bettler, a voulu le faire plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale. En janvier 1958, Ed Gein a été déclaré inapte à subir son procès. Il a été interné au Central State Hospital for the Criminally Insane, qui se traduit par l'hôpital d'État pour les criminels fous. Aujourd'hui, ça porte le nom de l'Institut correctionnel Dodge. Les biens, la maison, la ferme et le terrain de 80 hectares où Ed avait commis ses actes immondes devaient être placés aux enchères le 30 mars 1958. Le tout avait été évalué à 4 700 $ US, aujourd'hui environ 43 500 US. 10 jours avant d'être aux enchères, le matin du 20 mars 1958, la maison a été détruite par un incendie. C'est trop une coïncidence pour pas suspecter un incendie criminel. Personne n'habitait la maison, il n'y avait même pas d'électricité dedans. Non, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas... C'est le 20 mars, c'est pas un été canicule où il fait tellement chaud que le feu pogne à rien, là. Quelqu'un a mis le feu. Puis mon avis, c'est que les gens de Plainfield savent qui est le responsable de cet incendie, puis que le bureau du shérif n'a pas dû vouloir punir quelqu'un de cet acte, considérant que l'adjoint du shérif avait perdu sa mère aux mains d'Ed Gein. Frank Worden, le fils de Bernice Worden, je comprends aussi. La voiture d'Ed Gein a également été mise aux enchères. La voiture dans laquelle il transportait le corps de ses victimes, c'était une Ford Sedan 1949. Il y a eu 14 offres pour la voiture, puis le grand gagnant fut Bonnie Gibbons, une compagnie opératrice de spectacles et de fêtes foraines. Wow! Ouais, ils l'ont acquéré pour 760 pièces US. Puis je veux juste qu'on s'imagine, genre, des enfants qui vont à une fête foraine garocher des fléchettes sur des ballons, tu sais, qui vont manger plein de cochonneries, puis des pommes au caramel, puis whoop, il y a la voiture d'un gars qui a transporté des corps pendant des années. Mais c'est bizarre, une fête foraine, ça aurait pu être comme un musée, tu sais, un musée de la mort ou que ce soit, tu sais. Je pense pas que c'était tant populaire à l'époque, un musée de la mort. Mais ouais, pour eux, c'était une attraction. La première exposition de la voiture a eu lieu en juillet 1958 à Seymour, au Wisconsin, même pas un an après l'arrestation d'Ed Gein. Ça coûtait 25 cents pour voir la Ford Sedan. Les 2 premiers jours, l'exposition a attiré 2000 visiteurs, puis ça a créé énormément de controverses. En 1959, l'auteur Robert Bloch, BLOCH? ouais, Bloch a publié son livre Psycho, vaguement inspiré de la relation entre Ed Gein et sa mère Augusta. Oui. Fait que pas tant longtemps après l'arrestation d'Ed Gein, le 7 novembre 1968, 10 ans après son arrestation, Ed Gein a été jugé apte à subir son procès. Il a été reconnu coupable du meurtre de Bernice Worden. Puis la raison pourquoi il n'a pas été jugé pour le meurtre de Mary Hogan, c'est parce que c'était trop long puis trop cher pour l'État. Okay. Ed a été épargné de subir la chaise électrique et a été envoyé à ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Institut correctionnel Dodge. Il était pas déçu, il était super heureux là-bas, super poli, souriant, puis c'était pas surprenant qu'Ed Gein se sentait bien à l'Institut. C'était un endroit super confiné, avec énormément d'encadrement, avec des horaires stricts. Puis ça lui rappelait sûrement ce qu'il vivait avec sa mère. C'est du terrain connu pour lui. Exact. Ça fait bien du sens, ce que tu dis. En 1974, Ed Gein a demandé d'être libéré. Ça a été refusé parce qu'il était jugé trop dangereux pour autrui. En 1978, Ed Gein a été transféré à l'Institut de santé mentale de Mendota, toujours au Wisconsin, pour avoir accès à des services gériatriques. Ed Gein est décédé le 26 juillet 1984 à l'âge de 77 ans. Il souffrait d'un cancer et son cœur a fini par lâcher.
Ed Gein a été mis en terre aux côtés de sa mère à Plainfield, au Wisconsin, dans l'un des cimetières où il avait exhumé le corps de plusieurs femmes. C'est ironique quand même. Ouais. Plein de gens ont visité la tombe et l'ont vandalisée. Certains ont arraché des morceaux pour en garder un lugubre souvenir. Quelqu'un a même pris le temps d'y graver les chiffres 666. En 2000, la pierre tombale a tout simplement été volée et a été retrouvée à Seattle en 2001. Aujourd'hui, la pierre tombale d'Ed Gein est conservée au musée Waupaca, au Wisconsin. Beaucoup se demandent qu'est-ce qui est arrivé avec les corps et les objets retrouvés dans la maison d'Ed Gein. Tout d'abord, dans la fin des années 1950, c'était pas possible de prendre un item qu'Ed Gein avait confectionné avec la chair humaine et identifier la personne à qui ça appartenait. Puis je crois que la majorité a été emportée avec le feu de 1958. Mhm. C'est triste parce que Ed Gein, il est pas né avec un esprit dépravé. Il est pas né comme ça, c'est sûr. S'il avait été élevé dans une autre famille ou dans un environnement complètement différent, ces choses atroces ne seraient sûrement pas arrivées. Quelque chose. Ouais. C'est lourd, pire que je pensais. C'est lourd. C'est triste parce que t'as envie d'avoir de la sympathie pour Ed Gein enfant. Tu sais, il y a personne qui mérite de vivre dans quelque chose comme ça, là. Puis souvent, tu sais, quand tu regardes des tueurs en série, des psychopathes, c'est soit un trauma à la tête frontale ou c'est un lien avec la mère. C'est des mommy issues. Je t'en ai parlé à toi, Greg, plusieurs fois là, de ça, mais souvent, c'est le lien. Il y a des mommy issues, il y a un problème avec leur mère. Fait que, ouais, c'est l'histoire d'Ed Gein. Puis il y a d'autres choses qui ont été inspirées d'Ed Gein. Je fais une mention rapidement. Bates Motel, qu'on a parlé tantôt. Puis dans la saison 2 d'American Horror Story, L'Asile, le personnage Bloodyface est clairement inspiré d'Ed Gein. On voit l'acteur Zachary Quinto manger des petites pinottes dans un bol qui fait partie d'un crâne, puis il enlève la peau, il fait des choses, il y a plein d'outils. Puis c'est ça. Ça ressemble à ça, les amis. C'est allé vraiment dans la culture populaire. Là. Oui, ça se il a retrouve marqué. Partout, là. Ouais. Il a marqué beaucoup de gens, Ed Gein, avec ses crimes. Puis je pense qu'il savait même pas l'ampleur de ses actes. C'est lugubre. C'est Ouais. vraiment lugubre. Tu sais, t'as faire des équipements, tu sais, des bols à la maison, t'as faire des abat-jours, c'est un autre niveau. Là. Ouais. Super intéressant. Ouais. Alors, c'était l'histoire d'Ed Gein. Si vous avez d'autres films inspirés de faits réels à nous suggérer, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez sur Instagram ou vous nous laissez un petit commentaire. Ben oui. Et voilà. C'est ce qui conclut. C'est ce qui conclut L'épisode de ce soir. Oui. Sur ce, je vous dis bye. Ciao. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. Sur Instagram et TikTok, lespetitesfrousses.pod. Sur Facebook, Les Petites Frousses. Et si vous désirez nous envoyer l'une de vos suggestions ou partager une histoire de frousse, écrivez-nous à l'adresse lespetitesfrousses@commercialgmail.com. Bye!